Les autres sur Airbnb en France, les amis, nous prennent vraiment pour des pigeons. La qualité du service est exécrable et en tant qu'hôte sur Airbnb, je suis bien placé pour en parler puisque je prends moi-même mes clients pour des pigeons et que je leur extorque un maximum d'argent. Non, je rigole. Mais on va parler de ça dans cette vidéo les amis parce que je vous ai fait une vidéo là-dessus juste avant, mais j'ai vu que, cette thématique prenait un peu de mayonnaise. Je crois qu'à la base, c'était le carnassier qui avait sorti une première vidéo là-dessus. Ça a été repris, j'ai vu sur la chaîne du Résilient et j'ai des gens en commentaire qui m'ont dit: «Voilà, il y a des vidéos sur Airbnb qui sortent et cetera». Donc forcément, comme je vous parle tout le temps d'Airbnb, eh bien, je profite, de cette, petite après-midi où le soleil pointe un peu le bout de son nez, ce repos dominical, n'est-ce pas? Pour passer du temps avec vous, pour vous donner, mon point de vue là-dessus et surtout pour vous expliquer pourquoi c'est une formidable opportunité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous dites: «Bah, ça me fait une belle jambe, c'est une belle opportunité, mais moi, voilà, je suis classe moyenne, j'ai pas les moyens d'acheter une maison et de la mettre sur Airbnb», ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous lancer sur Airbnb sans être propriétaire. Évidemment, ceux qui sont des habitués de la chaîne, vous connaissez déjà la chanson. Alors, de quoi on a entendu parler sur, notamment la chaîne, du Carnassier qui a été reprise par le Résilient? C'est effectivement un constat que beaucoup de gens font aujourd'hui en France. C'est valable pour Airbnb, mais c'est valable en fait pour, pas mal de choses. C'est en fait la qualité du service qui s'effondre, OK? Ça veut dire que quand vous allez aller chez un commerçant, une boulangerie, un boucher, un hôtel, je sais pas, louer, un jet ski pour aller faire, du jet ski ou bien, du matériel pour aller faire, une randonnée en montagne, quel que soit le prestataire en fait, auquel vous allez faire affaire, vous allez sûrement remarquer que les gens sont de plus en plus pris pour des cons, que le gars, vous le payez, vous lui donnez de l'argent, mais vous avez presque l'impression de le faire chier et ça, c'est généralisé, OK? Moi, j'avais parlé de ça dans une vidéo, où je comparais un peu la France à l'île Maurice et en fait, si tu veux, j'avais constaté qu'en France, il y a de manière générale dans la population la haine en fait du confort. Tu vois? La haine du confort, la haine ce qu'en anglais on appelle the convenience. Quelque chose qui est convenient, ça veut dire c'est facile, ça veut dire qu'on te mâche le travail au maximum. Et en France, on a un problème avec ça qui remonte en fait à la Révolution française, puisque, servir ou se faire servir, c'est un peu tabou en France. Là où dans les sociétés anglo-saxonnes ou des sociétés, comme l'île Maurice qui sont totalement basées sur le tourisme, c'est précisément l'inverse. Ou l'Amérique d'ailleurs. En Amérique, aux États-Unis, il y a une vidéo de Jean USA qui montrait que vous pouvez aller dans un centre commercial, bouffer un croissant, le ramener à moitié mangé en disant: «Il est pas bon» et on vous le rembourse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est fait en fait pour vous faciliter la vie un maximum. Tout est fait pour pousser à la consommation, mais dans le bon sens du terme, justement en mettant un maximum de critères de crédibilité et de confiance pour que le client ait confiance et qu'il ait envie de sortir sa carte bleue. Alors qu'en France, c'est l'inverse, OK? En France, l'idée, c'est que tu viens, si tu veux, c'est là, si tu veux pas, tu qu'à aller te faire foutre, on n'en a rien à faire et de toute façon, on n'est pas là pour te servir. Vous voyez, il y a cette haine, d'un côté, de la part de l'artisan, du commerçant, il y a une envie de ne pas, entre guillemets, «être la pute» de son client, mais également de la part des clients, il y a, tu vois, je sens, hein, un tabou. Par exemple, en France, bah, faire venir un jardinier, faire venir une femme de ménage, toi, on n'ose pas trop le dire. Quelqu'un qui a une femme de ménage à domicile, il n'osera pas trop le dire parce que c'est un peu tabou. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça se généralise. Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans un Airbnb, il va y avoir en fait cette relation avec ton hôte. L'hôte qui n'est comme le Airbnb, c'est accessible à tout le monde, bah, la majorité du temps, l'hôte, c'est juste un mec comme ça, c'est un random, c'est un kidam, c'est quelqu'un qui a pas de formation dans le tourisme, qui a pas de formation en termes de relations clients et puis, bah, comme on est en France, qui a finalement cette patte à la française ou si tu veux, je suis pas ta pute, OK? Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils se permettent un peu tout. Ils sont jamais en train de se dire: «Comment est-ce que je peux faciliter un maximum le séjour de mon client pour pouvoir avoir des 5 étoiles, pour augmenter mon tarif à la nuit, pour pouvoir gagner plus d'argent?» Ils sont prêts au contraire à gagner moins d'argent, mais à condition de ne pas avoir à, être la pute de leurs clients, de ne pas avoir à, si tu veux, être la serpillière de leurs clients. Ce sont des termes un peu forts que j'emploie. Moi, je fais tout pour faciliter un maximum la vie de mes clients sur Airbnb. Mais je sais que dans la tête d'un Français, ils peuvent avoir l'impression, voilà, d'être une serpillière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourquoi j'ai régulièrement des échos. Bah, il y a mes parents d'ailleurs qui ont pris Airbnb il y a pas longtemps. Ils ont pris sur Booking, mais en gros c'est pareil, hein. Airbnb, Booking, en fait, c'est des gens qui. La différence, c'est pas Airbnb ou Booking, c'est est-ce que vous allez dans un établissement hôtelier ou est-ce que vous allez dans un appartement ou une maison qui est en fait mis via ces plateformes à disposition du public. Et quand vous passez donc par des gens qui sont des gens de tous les jours, hein, des randoms, des citoyens normaux, des civils, on va dire. Et ben voilà, donc pour vous parler de l'expérience de mes parents, il y avait un Airbnb ou un Booking qu'ils hésitaient à prendre. Pourquoi ne l'ont-ils pas pris? Parce qu'ils commencent à rentrer en contact avec l'hôte et l'autre leur dit qu'attention, le check-in, c'est après 17 heures et le check-out, c'est avant 9 heures. Vous imaginez que enfin, je veux dire, il y a quand même des limites, quoi. Je veux dire, à la limite, arrive à 8 heures le soir et repart le matin à 6 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est littéralement. Donc il y a cette pratique, en fait. Il y a cette patte où le gars, quand il débarque, en fait, on lui impose des conditions et moi, quand je forme mes clients dans Airbnb, c'est vraiment ce que je leur dis, c'est:
il faut en même temps, oui, il y a ce qu'on appelle des house rules, mais en même temps, il faut essayer de présenter la chose d'une manière agréable. Il faut surtout éviter le symptôme de la grille de consigne. Ce que j'appelle la grille de consigne, c'est le mec quand il arrive dans un Airbnb, la première chose qu'il voit, c'est une grille de consigne. Vous devez faire A, B, C, D, E. Vous n'avez pas le droit de faire A, B, C, D, E. N'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela. Tiens les enfants, est-ce que vous pouvez aller un petit peu ailleurs car je fais une vidéo? Merci. Donc évitez le symptôme de la grille de consigne. Parce que moi, je me mets à la place d'un client. Il arrive dans mon Airbnb, il a peut-être beaucoup roulé, ou alors encore pire, il a pris l'avion, il est exténué. Il arrive, il fait un check-in pardon, à 21 heures. Il arrive, la première chose qui se voit, c'est 150 lignes. On lui dit fais pas ci, fais pas ça, tire pas trop la chasse, allume pas la lumière, allume pas toutes les lumières en même temps, mets pas la télé trop forte. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a tout de suite une mauvaise expérience. C'est pas ça qu'on a envie d'avoir dans le tourisme. Je vous prenais l'exemple de l'île Maurice. Vous savez qu'à l'île Maurice, j'ai découvert que lorsque vous faites un golf à l'île Maurice, par exemple un 18 trous, et bien quand vous arrivez au 9e trou, il y a une voiturette réfrigérée qui vous attend, avec des petits frigidaires, et où effectivement, le personnel du golf va vous proposer, pour vous rafraîchir, bah voilà, de prendre un coca, de prendre une boisson fraîche, de prendre un truc à manger, pour repartir ensuite pour le 9 prochains trous. Vous voyez à quel point le convenience, la conveniency, je sais pas comment c'est convenience ou comment on dit, c'est poussé à l'extrême en fait. Comment est-ce que je peux faire? Le gars, il est déjà sur un golf. Il a déjà pris une voiturette pour pas se fatiguer. Mais putain, on est à l'île Maurice, il fait un peu chaud, quoi. Et bah bam, il arrive au 9e trou. Allez, on lui propose encore des trucs à bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un upsell. Oui, ça permet au golf de gagner encore plus d'argent. Oui, bien sûr que la canette de coca que tu vas prendre sur ton 9e trou te coûtera sans doute plus cher que le machin que tu pourras acheter à Carrefour. Mais tu vois comme ça facilite la vie des gens. Alors qu'en France, c'est le mindset inverse. Déjà, bon, évidemment, le golf, c'est un exemple extrême, mais pour que vous compreniez, le gars, il se dirait quoi? Il se dirait, bah, déjà, j'ai pas envie de me faire chier. Le client, c'est déjà un sale riche qui va faire du golf, bah, on va le faire marcher un peu, ça lui fera du bien, ok? Et puis même de la part du client, le client, il va se dire, mais il est hors de question que j'achète un truc au 9e trou parce que ça va me coûter plus cher, je préfère galérer, aller acheter un machin à Carrefour, ou bien rester assoiffé pendant les 9 trous, pendant les 18 trous, pour qu'ensuite, quand j'ai fini mon golf, là, je vais aller au centre commercial et puis je vais acheter ma canette de coca, ça va me coûter 20 centimes moins cher. Vous voyez, c'est des deux côtés en fait. Il y a le client qui cherchera toujours à payer moins cher, quitte à sacrifier du confort, et il y a le prestataire qui n'a pas envie de se faire chier en fait. Maintenant, là où c'est une formidable opportunité pour vous les amis, vous m'avez vu venir. De quoi se plaignent effectivement, j'entendais le carnassier s'en plaindre, j'entendais Arnaud s'en plaindre, de quoi se plaignent-ils en fait quand ils prennent les Airbnb en France? C'est des prix élevés. Des prix élevés sur la plateforme qui sont en décalage en fait avec le service qui est attendu. Pourquoi ces prix sont-ils si élevés? Ce que je dis souvent à mes clients quand on fait une étude de marché sur Airbnb, c'est de faire très attention parce qu'il y a une grande partie des acteurs sur Airbnb qui ne sont pas des professionnels. Ça veut dire que le gars, en fait, il n'est pas là pour optimiser son business. En fait, il en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il a une baraque qui est là, qui n'est pas occupée, ou un appartement. Et ce qu'il va se dire, c'est moi, l'appartement, il est là, il est vide. J'ai pas envie de le louer parce que j'ai pas envie de me faire chier avec des locataires. Vas-y, j'ai envie de me faire un petit peu d'argent de poche. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer un prix à la nuit, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de femme de ménage, ils font tout eux-mêmes. Je vais déterminer un prix à la nuit en dessous duquel je ne veux pas me faire chier. Et le gars part complètement en fait du principe que il n'a pas envie de se faire chier, OK? Il n'a pas envie d'aller nettoyer, il n'a pas envie de changer les draps, il n'a pas envie de parler à son client, il n'a pas envie de rendre les choses agréables à son client. Donc il se dit: «Moi de toute façon, en dessous de 80 € par nuit, je me lève pas». S'il a que 2 réservations dans le mois, il en a rien à foutre le gars. Lui ce qu'il se dit: «C'est moi, c'est pas moins de 80 € par nuit et pour ces 80 €, j'ai pas envie de me faire chier». Donc il y a pas de café, il y a pas de PQ, il y a pas de sopalin. Il va aller se démerder, le gars, il va aller chercher ça à la supérette et ils se débrouillent. De toute façon, s'ils sont pas contents, ils viennent pas. Ça, c'est la mentalité d'énormément d'acteurs sur Airbnb, d'accord? Il y a des gens également, bon, bah, ça va être pareil, simplement ils vont accepter de baisser le prix, ils se disent: «Bah, je vais partir un mois en Thaïlande, pendant ce mois, bah, évidemment, je fous mon truc sur Airbnb». Évidemment, c'est pas un truc qui est fait pour être mis sur Airbnb, donc il y a des trucs qui déconnent un petit peu dans l'appart. Bah, c'est pas grave, on va dire au client: «Pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire pas de faire ça». Et vous avez beaucoup d'acteurs qui réfléchissent comme ça. Ils partent d'eux, en fait. Ils se disent pas: «Comment est-ce que je peux faire une expérience client agréable?» Ils se disent: «Comment est-ce que je peux faire pour moi ne pas me faire chier?» Bien sûr que ça va heurter leur bottom line. Bien sûr qu'ils vont gagner beaucoup moins d'argent que ce qu'ils pourraient réellement gagner s'ils travaillaient comme des professionnels. Mais ils s'en tapent. Parce que c'est pas l'argent qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de pas se faire chier. Et d'ailleurs, d'aller gratter un peu d'oseille. Et s'il y a un pigeon dans le mois qui veut prendre mon truc à 100 € la nuit, il ramène ses draps, tant mieux. S'il veut pas, tant pis, c'est pas grave, l'appartement reste vide. Mais ça, c'est une formidable opportunité pour vous, les amis. Parce que vous allez arriver sur un marché où la majorité des acteurs ne sont pas professionnels, n'ont pas de biens attractifs. Combien d'Airbnb vous allez voir où les photos ne sont même pas professionnelles? Les photos ne sont pas prises par des pros. Les photos sont dégueulasses. Et les Airbnb, je vois des photos qui sont prises de nuit, putain. Ou avec des lumières au néon. Vous comprenez qu'une personne qui met un appartement sur Airbnb, c'est éclairé au néon, il a pris des photos de nuit, on a compris qu'il en a rien à branler. D'accord? Vous savez très bien que si je vous donne un conseil, hein, mais si vous voyez des photos prises avec des lumières au néon, vous pouvez être sûr que s'il a moins de trucs qui déconnent dans le Airbnb, le mec, il vous répondra pas, il en a rien à foutre. OK? Il y en a énormément des acteurs comme ça sur le marché. Et malgré tout, ils gagnent un peu de thunes.
Je dis un petit peu parce qu'évidemment, si on travaille n'importe comment, on va pas gagner, non plus des billets des cents. Vous, quand vous allez arriver sur ce marché, il vous suffit d'être sérieux, il vous suffit de parler à vos clients correctement. Il vous suffit de faire en sorte que le séjour soit agréable, que ce soit par les messages automatisés, que ce soit en faisant un petit effort. Putain, si tu une chasse d'eau qui déconne, bah remplace-la, ça te coûte rien. Puis derrière, tu auras des clients qui te casseront plus les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un siphon qui déconne. Putain, mais remplace-le, au moins il sera plus bouché. Et c'est un truc que tu fais une fois, ça te résout un problème pour toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais qu'à chaque fois les clients ont des problèmes pour prendre les clés dans la boîte aux lettres ou quoi, fais une petite vidéo. OK? Comme ça, tu leur envoies la vidéo ou bien mets du WD-40. C'est des petits trucs, mais ils n'ont même pas envie de même ça, ils ont pas envie de le faire. Mettre du WD-40 dans un truc, oui, ils ont trop la flemme de le faire. Donc une personne qui va arriver sur ces marchés, OK, qui a un bon deal, je rappelle, hein, le plus important, c'est d'avoir un deal important. Je vais vous expliquer ce que c'est, ce que j'appelle un deal juteux, entre guillemets, dans les minutes qui vont suivre. Mais le plus important, c'est d'avoir le bon prix, les bonnes photos, le bon emplacement. Si vous avez ça, c'est sûr que vous allez gagner de l'argent. C'est comme ce qu'on appelle les macros. Vous savez, les macros, quand quelqu'un essaie de perdre du poids, on lui parle de ces macros. Les macros, c'est quoi? Les carbs, les glucides, les protéines et les sucres, je sais pas quoi. Si ça, c'est bien foutu, que vous avez un différentiel calorique intéressant, vous allez perdre du poids, c'est sûr. Pas besoin d'aller trop dans les détails, de regarder à fond sur les petites étiquettes, etc. Ben dans Airbnb, c'est pareil. Il y a 1000 façons d'optimiser un listing. OK, par exemple, vous savez que la majorité de l'oseille que vous allez faire, ça va être l'été. Bah, quand l'été s'approche, vous avez une série de photos qui sont faites spécifiquement pour l'été, pour augmenter encore plus vos tarifs à la nuit. Ça, ce sont des optimisations. Mais avant même de penser optimisation, il faut penser macro. Est-ce que j'ai un truc qui est au bon endroit, au bon prix, avec les bonnes photos? Et la majorité des acteurs ne se prennent même pas la tête avec ça parce qu'ils en ont rien à foutre. Parce que pour eux, c'est de l'argent de poche. OK? Maintenant, vous allez me dire, OK, Alex, j'ai compris, il y a peut-être une opportunité là-dedans. Si moi je rentre là-dedans et que je travaille sérieusement, je respecte mes clients. Je leur donne des serviettes et des draps propres. Je leur donne des capsules de café. Je m'assure que le nettoyage soit bien foutu, qu'il y ait du sel, du poivre, etc. OK, je vais gagner de l'argent, mais je ne peux pas rentrer dedans puisque je peux pas acheter un bien. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut se lancer sur Airbnb sans être propriétaire, les amis. C'est ce que je dis toujours. Est-ce que vous croyez que tous les restaurants sont propriétaires de leurs meubles, de leurs murs? Est-ce que vous croyez qu'un dentiste est propriétaire de ses murs? Bien sûr que non. Ce sont des gens qui vont louer des locaux. Ils vont exercer une activité à l'intérieur. Nous, quand on fait de l'arbitrage locatif, de la sous-location professionnelle, c'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on va louer des locaux. Qu'est-ce qu'on loue? Un appartement. Ça veut dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher les revenus que vous allez pouvoir tirer sur Airbnb. On le sait à l'avance. C'est pourquoi je dis que c'est un très bon business, parce que c'est un business qui est sans risque. Pourquoi est-il sans risque? Parce qu'avec des plateformes comme RDNA, PriceLabs, Herbitix, vous pouvez voir à l'avance combien vous allez pouvoir faire dans votre ville, dans votre rue. Ça vous donne les Airbnb qui sont dans votre ville. Vous voyez le nombre de pièces, le taux d'occupation, les équipements qu'ils ont, combien ils rapportent à l'année. Ça, c'est le plus important. Et ce que vous allez faire, c'est chercher des emplacements. Mais dans telle rue, avec un F2, je peux rapporter 20 000 euros à l'année. Et bien maintenant, je vais aller sur sologer.com et je vais regarder un F2 qui ressemble à peu près à ce que j'ai vu sur ces plateformes d'études de marché. Chercher un F2 dont le loyer soit au moins la moitié du prix. Ok, ça veut dire si je vais aller chercher les 20 000 euros par an sur Airbnb, il faut qu'il y ait un loyer qui soit maximum 10 000 euros par an. Donc après, à ça, il faudra ici rajouter les frais de nettoyage, etc. C'est pour ça qu'il vous faut une marge intéressante. Une fois que vous avez trouvé ça, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller pitcher les propriétaires. OK? Vous prenez un appartement qui vous coûte, je prends un exemple, 800 euros par mois. Vous allez chercher 2000 euros par mois sur Airbnb, ça vous fait 1200 euros de différence. Avec ces 1200 euros, vous payez le shampoing, le café, la femme de ménage, le gaz, l'électricité, et le reste, c'est dans votre poche. Oui, mon petit amour. Je viens te voir une seconde, je termine la petite vidéo, d'accord? Passe pas devant, passe pas devant. Attends-moi là-bas, puis j'arrive. Touche pas, touche pas, touche pas, ça va faire tomber mon café, mon ange. Va, mon ange. Je vais te donner après, va. Ça, c'est les aléas de la vie de père de famille, les amis. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est simplement aller chercher un différentiel intéressant. Le mieux, c'est si tu peux avoir des différentiels encore plus grands. Si tu réussis à avoir un revenu sur Airbnb qui est 3 fois supérieur à ton loyer, alors le dernier singe peut gagner de l'argent. Mais évidemment, c'est pas toujours évident de trouver des deals ultra justes comme ça. Ça va dépendre des villes, ça va dépendre de tout ça. Et également en France, vous n'allez pas pouvoir faire de la sous-location ou du Airbnb de manière générale dans les grandes villes. Les gens ont l'impression que c'est facile de faire du Airbnb à Paris, à Marseille, etc. C'est de plus en plus compliqué. Et c'est pas une question d'arbitrage. Simplement, c'est dû à la loi de la compensation. Aujourd'hui, un propriétaire qui a un appartement en location à Paris, il veut le mettre en Airbnb, il ne pourra pas, tout simplement. Pareil à Marseille, pareil à Lyon. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la compensation. S'il a un appartement en longue durée qu'il souhaite passer en courte durée, on va lui demander de compenser. Ça veut dire on va lui demander de remettre sur le marché un nombre équivalent de mètres carrés en longue durée. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait un deuxième appartement, le gars. Évidemment, la plupart des gens ne peuvent pas inventer un appartement du jour au lendemain comme ça. D'accord? S'ils ont deux ou trois appartements qui sont en longue durée et qui veulent les passer en courte durée, bah, il faudrait qu'ils rajoutent deux trois appartements sur le marché. C'est impossible. Ok? Donc ça, c'est pas spécifique à notre business, c'est spécifique à la législation française. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, nous on va pas faire ce business-là dans les grandes agglomérations, où de toute façon la concurrence serait ultra rude et les réglementations insupportables. On va faire ça dans des communes de taille moyenne.
OK? Dans ces communes, vous avez des réglementations qui sont beaucoup plus souples. Ne croyez pas qu'on peut pas faire d'argent dans ces communes-là. Même dans les communes de taille moyenne, on peut très facilement faire de l'argent sur Airbnb. Il y a pas besoin d'aller chercher les stations balnéaires, les trucs ultra touristiques. OK? Et l'idée est très simple. Comme j'ai dit, en plus, vous allez avoir des propriétaires qui sont davantage sympathiques avec vous, puisque comme ils sont pas dans des grandes villes, ils ont pas parce que vous savez, un propriétaire qui loue un appartement à Paris, il a 20 personnes, sur le palier de la porte. Ça va être plus difficile de le convaincre. Dans une commune de taille moyenne, c'est beaucoup plus facile. OK? Et on va avoir une pléthore d'arguments qui sont les mêmes, je répète en permanence, mais je vais répéter encore une fois parce qu'il y a des gens qui vont me dire que les propriétaires n'accepteront jamais. Bien sûr que les propriétaires vont accepter. Pourquoi? Parce que les propriétaires, ils préfèrent travailler avec un locataire classique qui va casser, qui va les harceler, qui ne va pas payer à temps son loyer, ou avec un professionnel qui transforme son appartement en suite 5 étoiles, qui le respecte, qui le paye rubis sur ongle et qui est dans la même équipe que lui. Pourquoi dans la même équipe que les propriétaires? Tout simplement parce qu'on a intérêt, tout comme eux, à garder le bien dans un état impeccable. Et c'est ça le message que vous allez devoir transmettre aux propriétaires. Là, je vous explique le business model en gros. Si vous voulez vous lancer dans le business model avec plus de pression, comprendre chaque étape, vous avez un guide gratuit qui est dans la section commentaires. Vous pouvez regarder, vous allez en gros avoir les 4 étapes, c'est-à-dire étude de marché et prospection, convaincre le propriétaire, équiper, décorer l'appartement et automatiser le business. Parce que comme je dis toujours, quand on se lance dans ce type de business, ce n'est pas pour devenir une femme de ménage. Voilà les amis, je suis navré que si vous avez eu des mauvaises expériences sur Airbnb, je vous encourage à venir à Cluj, ici en Roumanie, à venir dans les miens. Vous aurez sans doute une meilleure expérience. Ou bien, si vous en avez les moyens, tout simplement à aller dans les Airbnb qui sont au top. Parce que même en France, il faut dire la vérité, si en France, vous êtes dans un Airbnb qui a plus de 100 reviews, il n'y a que des 5 étoiles, eh ben, sans doute vous allez avoir une excellente expérience. Le problème, vous le savez, comme la majorité des acteurs font de la merde, le moindre mec qui joue un peu bien ses cartes, qui respecte un peu ses clients, tout de suite il rafle la mise, tout de suite il va pouvoir mettre les prix à la nuit très élevés. Et c'est pourquoi ces Airbnb, des fois, peuvent être un peu chers. Mais c'est parce que c'est le prix à payer et comme 80 des acteurs font de la merde, bah, les 20 qui travaillent correctement, ils peuvent se permettre d'avoir des premiums ultra intéressants sur leur prix à la nuit. Et si vous voulez pouvoir bénéficier de leur service, vous allez devoir également y mettre le prix. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, je vous laisse regarder le petit guide en commentaire. Mettez-moi des petits commentaires pour si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ce que j'ai dit. Et je vous retrouve demain sur Bear Digital. Ciao les amis.